Beauty Gold vous présente le journal. Une réunion dirigée par le président de la République aujourd'hui entre l'organe tripartite, composé de responsables au niveau de l'État, des patrons d'entreprise et des opérateurs économiques, a été tenue au palais d'Ambutskruoch. Il a été décidé que le salaire minimum sera dorénavant fixé à 200 000 ariars, comme l'a annoncé le chef d'État. Une rétrospective des résultats de la collaboration entre la Banque mondiale et Madagascar, la définition des priorités conformément au programme mis en place par le président de la République sur le plan social, économique et stratégique, ce sont les grandes lignes de la réunion tenue aujourd'hui entre le Premier ministre, les membres du gouvernement et les membres de la Banque mondiale au palais de Mahazori. Au Soudan, à Khartoum, depuis hier, les généraux et les leaders de la contestation se sont de nouveau réunis pour discuter de la mise en place d'une structure mixte. Ce conseil formé à la fois de militaires et de civils sera chargé de former un nouveau gouvernement de transition. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. Une réunion dirigée par le président de la République aujourd'hui entre l'organe tripartite composé de responsables au niveau de l'État, des patrons d'entreprise et des opérateurs économiques a été tenue au palais d'Ambutskruoch. Il a été décidé que le salaire minimum sera dorénavant fixé à 200 000 ariars, comme l'a annoncé le chef d'État, Andra Arson. Après une rencontre du président Andrzej avec l'organe tripartite composé de chefs d'entreprise, de chefs d'usine et de syndicalistes, de nombreux sujets ont été abordés et plusieurs décisions ont été adoptées, notamment l'augmentation du salaire minimum à 200 000 ariars. Il a été tranché que le salaire minimum sera fixé à 200 000 ariars. D'autre part, nous encourageons les salariés à travailler plus. Dans cette optique, les 20 premières heures supplémentaires seront exonérées de taxes. Les heures de travail seront flexibles, mais fixées à 173 heures par mois, car dans les zones franches, par exemple, les commandes varient, ce qui entraîne la variation de la charge de travail. À part cela, les impôts sur le revenu salarial ne seront applicables que pour les salaires s'élevant à 350 000 ariars et plus. Cette décision est attendue par les salariés malgaches depuis plusieurs années. Il s'agit de l'application des décisions de l'organe tripartite inscrite dans la Convention internationale. Il s'agit du premier résultat concret de l'application de cette décision. Le représentant des opérateurs économiques et des patrons d'entreprises de Madagascar ont souligné l'importance de cette rencontre pour eux, un dialogue qui a permis de voir les avantages de chaque partie afin d'améliorer le domaine du travail à Madagascar. Il s'agit d'un accord important. Cela aura un impact sur les employés mais également sur les employeurs. Comme déclaré par le président de la République, 3 points ont été demandés par les employeurs. Il s'agit de l'augmentation du montant du revenu imposable à 350 000 ariars et la suppression des impôts pour les 20 premières heures, ainsi que la flexibilité des horaires. C'est important pour les employeurs car l'augmentation du salaire minimum nécessite aussi une augmentation de la productivité, tout en se souciant de l'intérêt des employés. Avec le chef d'État, nous avons également parlé de problèmes en matière d'électricité, d'infrastructures, d'insécurité ou encore du secteur informel qui favorise la concurrence déloyale et explique le fait que notre taux de pression fiscale soit si basse. Des efforts et des discussions vont encore être faits dans ce sens. La décision prise aujourd'hui concernant l'augmentation du salaire minimum à 200 000 ariars fait partie des promesses faites par le chef d'État au cours de la campagne électorale.
Toujours dans l'actualité politique, une rétrospective des résultats de la collaboration entre la Banque mondiale et Madagascar, la définition des priorités conformément au programme mis en place par le président de la République sur le plan social, économique et stratégique. Ce sont les grandes lignes de la réunion tenue ce jour entre le Premier ministre, les membres du gouvernement et le président de la Banque mondiale au palais de Maazoariv. Un reportage signé Feizour Rafali. La rencontre entre les membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Tsai et le président de la Banque mondiale David Malpass aujourd'hui à Maazoariv a principalement porté sur l'exécution du programme de la politique générale de l'État. Les points prioritaires, selon les promesses faites par le chef d'État au peuple malgache, ont été principalement évoqués. C'est à nous de déterminer quelles sont les priorités sur le plan social et économique, les infrastructures, l'industrialisation, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'alimentation ou encore la sécurité font par exemple partie de ces priorités, donc des sujets abordés aujourd'hui. La volonté de la Banque mondiale à soutenir financièrement Madagascar pour ses projets de développement s'est reflétée dans cette rencontre. La Banque mondiale a démontré sa volonté à nous soutenir. Elle n'a pas hésité à engager le dialogue et à connaître nos priorités afin de pouvoir nous financer en fonction de nos besoins et de nos priorités. Pour rappel, la Banque mondiale va octroyer 392 millions de dollars à la Grande Île pour soutenir les projets de développement du pays. D'après les explications du chef d'État, 90 millions de dollars iront au développement social, 150 millions de dollars à la production d'énergie et l'accès à l'électricité et 152 millions de dollars pour le domaine foncier et la mise en place de la bonne gouvernance. À ce jour, 63 candidats à l'élection législative sur les 101 de la région d'Analamang ont signé la charte Tuknumen établie par le Conseil du Fampiavanana Malagas. D'autre part, les fonctionnaires ont reçu l'ordre de respecter le principe de neutralité de l'État d'après la préfecture d'Antananarivo. Tout cela afin de respecter la transparence avant, pendant et après cette élection. Sur un tout autre sujet, à Madagascar, la décentralisation effective n'est pas encore appliquée, raison pour laquelle les infractions à la loi sont courantes dans certaines régions, une situation qu'il faut redresser selon les responsables. Gaëtan Andjiatslav. Il a été constaté après enquête que les collectivités territoriales décentralisées viennent en première ligne en matière de corruption. Le ministère concerné, avec la collaboration de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, ou GIZ, tente de trouver des moyens de lutter contre cela. Des mesures ont actuellement déjà été mises en place. D'autre part, à Madagascar, le principe de décentralisation effective n'a toujours pas été appliqué. De ce fait, les infractions à la loi sont courantes dans certaines régions. C'est pour éviter cela que des gouverneurs régionaux vont être mis en place. Effectivement, pour faire fonctionner la décentralisation pour la population, il faut lutter contre la corruption. C'est une démarche importante et c'est là où sont les attentes de la population pour que l'administration locale et l'administration nationale apportent le service nécessaire de qualité et en transparence. Donc nous avons effectivement eu différentes activités dans cette lignée d'activités. Il y a eu la mise en place de la cellule anticorruption au niveau du ministère et cette série d'ateliers dans les différentes provinces de Madagascar va apporter ces efforts du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans la lutte contre la corruption au niveau local des autorités, du district, des communes, etc. pour voir comment ensemble on peut battre la corruption aussi au niveau local. Nous avons eu plusieurs efforts dans le passé aussi, mais je crois que la volonté politique affirmée à différentes reprises par le gouvernement malgache à cette époque est quand même particulièrement forte et donc j'ai l'espoir que dans pas beaucoup de temps, la situation va s'améliorer et la corruption sera battue. Pour lutter contre la corruption au niveau des communes et des districts de la Grande Île, un atelier portant sur la lutte contre la corruption au niveau des collectivités territoriales décentralisées a été tenu, un atelier qui va être suivi de mesures d'application immédiate. Avant de passer aux actualités internationales, un détournement des varmours destinés aux familles en difficulté a été constaté. Aujourd'hui, de nouvelles consignes ont été données aux principaux distributeurs. Des mesures vont également être prises contre les réfractaires. Ounna Saïn.
Si le varmour a été importé par l'État dans le but d'alléger les dépenses des familles en difficulté, actuellement, une partie de cette denrée est détournée pour servir les intérêts d'une minorité, selon le coordinateur national du varmour. Des chefs de Fouktan et des magasiniers sont impliqués dans ce détournement. Nous avons constaté que certaines personnes viennent prendre du riz sans carnet et obtiennent jusqu'à 20 kilos, voire même 40 d'un coup. D'autres viennent avec une quinzaine de carnets et obtiennent tout de même du riz. Il s'agit d'une forme de corruption. Des mesures ont été mises en place pour lutter contre ces violations. Le chef magasinier est le premier responsable de la distribution et de la vente de riz, ainsi que de la gestion de l'argent obtenu, une somme qui devrait être versée dans les caisses de l'État. Le chef du Fouktan, quant à lui, a pour rôle de gérer les habitants du Fouktan, de vérifier et de tamponner les carnets. Aujourd'hui, les chefs de Fouktan et les magasiniers responsables des distributions de varmour à la coupole Anous ont été convoqués. Une réunion à laquelle le coordonnateur régional et le coordonnateur national, ainsi que le préfet de police d'Antananarivo, a assisté. Place aux actualités internationales. Au Soudan, depuis hier, les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ont tenu de nouvelles discussions sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait représentants de l'armée et civils et prendrait la tête du pays. France 24. Des millions de Soudanais vivant à l'étranger ont assisté de loin à la révolte. Beaucoup ont financé le mouvement. Depuis, nombre d'entre eux sont rentrés au pays. Cet activiste s'est exilé aux États-Unis pendant 13 ans. Je suis parti après de longs ennuis avec le gouvernement soudanais. Ils m'ont envoyé en prison au moins 3 fois. Et j'y suis resté presque 1 an, ici, à Khartoum. L'ONG de défense des droits de l'homme pour laquelle il travaille a été dissoute par l'État en 2009. Mais ses membres sont toujours actifs. Dans les manifestations, ils informent la population sur la situation humanitaire dans la région du Darfour. Le directeur de cette organisation accueille volontiers l'aide de ceux qui ont choisi de revenir. Beaucoup de personnes comme Abid et d'autres qui travaillent dans l'humanitaire et les droits de l'homme ont été forcés de partir car ils subissaient beaucoup de pression. Mais ils sont restés actifs, même à l'étranger, et seront encore plus efficaces ici, dans leur propre pays. Adib est arrivé juste avant la chute d'Omar el-Béchir. Sa famille s'inquiétait de sa sécurité, mais il souhaitait être là peu importe les conséquences. Retrouver ses proches était aussi important qu'assister à un moment qu'il attendait depuis toujours. Ça, c'est le jour où je suis arrivé à Khartoum, le 6 février. Pour ceux qui ont été traumatisés par la dictature de Béchir, sa chute signifie beaucoup. Au moment où ils ont dit le mot « ex-président », je me suis senti changé. J'étais plein d'espoir et je considère que c'est une victoire psychologique plus qu'un aboutissement politique. La reconstruction du Soudan sera un long processus. Les membres de la diaspora de retour au pays espèrent avoir un rôle à y jouer. Au Japon, au terme d'une cérémonie ultra protocolaire, l'empereur japonais Akihito a abdiqué aujourd'hui après plus de 30 ans passés sur le trône. Son fils aîné et successeur Naruhito sera intronisé demain. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Ce sont les nouveaux visages du Japon. Naruhito, 59 ans, 126e empereur du pays du soleil levant. Son épouse, Masako, 55 ans, la future impératrice. Cette année, le prince héritier va monter sur le trône. Il y remplacera son père, l'empereur Akihito. À 85 ans, il voulait se retirer. Une révolution. Le Japon n'avait pas connu d'abdication depuis 200 ans. Naruhito ne veut pourtant pas de rupture. Il préfère marcher dans les pas de ses parents. Comme l'empereur et l'impératrice, je souhaite être toujours proche du peuple japonais, partager ses joies comme ses peines, afin de remplir mon devoir de symbole de l'État. Avec le nouvel empereur, le Japon change aussi de calendrier.
L'archipel entre en effet dans l'an 1 de l'ère Reiwa, 2 mots qui signifient beauté et harmonie. Pendant l'ère actuelle, le Japon a connu beaucoup de catastrophes. J'espère que l'ère Reiwa qui débute sera plus agréable. Le nouvel empereur a une personnalité plus internationale que son père. Il pourra plus facilement communiquer avec l'étranger. Car Naruhito sillonne le monde depuis des années. Il a même étudié à Oxford. Avec sa femme Masako et leur fille Aiko, il donne l'image d'une famille moderne. Mais le nouvel empereur devra d'abord se conformer aux règles de la plus vieille dynastie du monde. La vie de la cour est tellement ritualisée, la vie de la cour est tellement pleine d'obligations que quelqu'un qui a été élevé toute sa vie à la cour comme le nouvel empereur ne peut pas avoir développé une très forte personnalité. Et quand même il en aurait une, il ne pourrait pas l'exprimer. Une pression du protocole que son épouse Masako ne supporte pas. Elle, diplomate de formation, cultivée, polyglotte, qui a tout abandonné pour son mari, suivrait un traitement médical. Elle avoue avoir peur de devenir impératrice. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands titres de ce journal. Après une réunion entre le chef d'État et les patrons d'entreprise ce jour, il a été tranché que le salaire minimum sera dorénavant fixé à 200 milliards, comme l'a promis le chef d'État. Le Premier ministre et les membres du gouvernement se sont entretenus aujourd'hui avec le président de la Banque mondiale afin de discuter des projets de développement prioritaires pour la Grande Île. Au Soudan, depuis hier, les généraux et les leaders de la contestation se sont de nouveau réunis pour discuter de la mise en place d'une structure mixte formée à la fois de militaires et de civils pour un nouveau gouvernement de transition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.